La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. L'Agence française de développement finance la deuxième phase du projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire. Que retenir de la première phase? Les réponses dans cette édition. Campagne sans PME, c'est le nouveau projet lancé par le ministère du Commerce. Les petites entreprises sont appelées à postuler les conditions et l'objectif d'un tel projet à découvrir également dans cette édition. Et puis demain 17 juillet, certains lieux de culte sont autorisés à réouvrir leurs portes pour la phase expérimentale. Vous découvrirez également les préparatifs des dans les différentes mosquées et églises cibles. Voilà donc pour les titres. Session extraordinaire du Conseil national de crédit ce jeudi à Lomé. Une rencontre en présentiel après celle en visioconférence de la dernière fois. Au menu des échanges, les impacts économiques et financiers de la pandémie et les dispositions prises. Le compte rendu avec Mathias Touglou et Esther Laclé. Avec une prévision initiale de 5,5%, le taux de projection de l'activité économique au Togo révisé est aujourd'hui évalué à 1,3% pour l'année 2020 après un taux de 5,3% enregistré en 2019. Le taux de croissance s'établit en moyenne à 6% depuis plusieurs années et si cette prévision se confirme, ce sera le taux de croissance le plus faible de l'histoire économique du Togo au cours de ces 10 dernières années. Cette forte décélération de l'activité économique au niveau national, avec une perte de croissance de 4,2 points de pourcentage, a motivé la tenue de cette session extraordinaire en présentiel du Conseil national du crédit dans le respect de la distanciation sociale. La session extraordinaire du Conseil national de crédit se justifie par la situation exceptionnelle dans laquelle nous vivons. Notre pays est frappé par une crise sanitaire sans précédent qui a des conséquences économiques et sociales dévastatrices pour notre économie et il était très important qu'on puisse se réunir au niveau du Conseil national de crédit pour pouvoir échanger sur l'impact de cette crise sur l'économie. Impact économique et financier de la pandémie due au Covid-19, mise en œuvre des dispositions prises par le gouvernement, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, et la Banque ouest africaine de développement, BOAD, ainsi que les mesures susceptibles de contribuer à la relance de l'économie nationale. Sujet abordé au cours de ces assises, car d'après Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances, si rien n'est fait, l'incertitude autour de la gravité et de la durée de la crise économique actuelle est susceptible d'engendrer une crise financière de grande ampleur. Accroissement des dépenses publiques, baisse des recettes budgétaires, nette chute du taux de croissance économique. Défi de l'heure auquel le gouvernement est confronté. Et face à cette dégradation, le gouvernement a pris un ensemble de mesures, notamment en matière fiscale, douanière et sociale. Des mesures mises en œuvre par le gouvernement en matière de riposte sanitaire, en matière de soutien à l'activité économique, à la résilience sociale, notamment à travers les transferts monétaires, à travers la prise en charge des factures d'eau et d'électricité. Nous avons examiné ensemble la stratégie pour la relance économique. Nous avons examiné la situation du financement du secteur privé et nous avons demandé aux banques de faire encore plus d'efforts pour soutenir le secteur privé. L'État mise beaucoup sur le secteur privé et l'État a déjà fait beaucoup d'efforts en matière d'incitation fiscale,
de renonciation aux impôts, ça s'élève à près de 35 milliards déjà. Et il est prévu que d'ici la fin de l'année, les renonciations au niveau fiscal atteignent les 200 milliards. L'État a fait des efforts au niveau du social et l'État demande aux banques de faire des efforts pour, disons, bénéficier, en tout cas profiter des lignes de crédit que la BCEAO a mises à leur disposition pour financer le secteur privé, mais financer le secteur privé à des taux raisonnables, à des conditions supportables, surtout dans cette période de crise de Covid-19. Les taux appliqués par la BCEAO sont autour de 2%. Nous demandons aux banques de faire l'effort pour baisser leur taux de crédit à la clientèle. Défi à relever avec l'appui du secteur privé qui est aussi fortement touché avec une croissance du secteur tertiaire estimée à 0,4% pour une prévision initiale de 3,9%, secteur secondaire une contribution nulle pour une prévision initiale de 0,7% et le secteur agricole 0,9% contre une prévision de 0,8%. 10 millions d'euros, soit environ 6,5 milliards de francs CFA. C'est l'enveloppe que l'Agence française de développement AFD met à la disposition du gouvernement togolais pour la réalisation de la phase 2 du projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural dans les régions des Savanes et de la Kara. Le point de cette signature d'accord avec Antoinette Omao. Voir. Par cet acte, l'Agence française de développement AFD concède au gouvernement togolais un montant de 10 millions d'euros, soit environ 6,5 milliards de francs CFA sous forme de subvention pour la mise en œuvre de la phase 2 du projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural dans les régions des Savanes et de la Kara, PASCO 2. Ce projet permettra la réalisation de 400 nouveaux forages équipés de pompes à motricité humaine, la réhabilitation de 200 forages existants et également la construction de 200 latrines communautaires. Environ 300 localités rurales des régions des Savanes et de la Kara bénéficieront de ces infrastructures. Un geste qui renforce une fois encore les liens de coopération et d'amitié entre la France et le Togo. Je ne doute d'ailleurs pas que la mise en œuvre du PASCO 2 ainsi que les études prévues dans le cadre du PND au AFD permettront d'ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration dans le secteur. Je sais par exemple que des réflexions sont actuellement avancées entre le ministère et l'AFD pour lancer une étude sur la contractualisation de l'exploitation de mini-adduction d'eau potable, AEP, et des pompes à motricité humaine avec des partenaires techniques privés. Ce travail, nous l'espérons, permettra de mobiliser les ressources financières pour assurer la pérennité de l'ensemble des ouvrages d'hydraulique villageoise en milieu rural et favoriser l'éclosion d'un PASCO 3. L'accès pour tous à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement, le gouvernement s'y attelle. Le nombre de ménages ayant accès à l'eau potable a connu une augmentation au cours de ces 10 dernières années. Selon les données du ministère chargé de l'eau, 56% de la population togolaise a accès à l'eau potable. Ce taux est certes appréciable, mais il est encore loin du niveau de l'universalité de l'accès aux fondamentaux pour tous, prôné par les objectifs de développement durable ODD. En effet, ce taux cache des disparités importantes car en milieu rural, 65% de la population n'a pas accès à l'eau, contre 55% de la population en milieu urbain et 48% en milieu semi-urbain. Pour atteindre les objectifs de l'ODD 6, c'est-à-dire garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement, à assurer une gestion durable des ressources en eau, il est prévu le renforcement de la pérennisation de l'accès à des services d'eau et d'assainissement appropriés pour toute la population.
Cela suggère, d'une part, la mise en place d'une plateforme de financement pour assurer la pérennisation et le développement des infrastructures et d'autre part, la rentabilisation des opérations. Cet accord de financement s'inscrit dans la vision du gouvernement qui s'est engagé à créer des meilleures conditions d'une vie saine à la population togolaise, ce qui contribue à la mise en œuvre des priorités du plan national de développement dans son axe 3 portant sur la consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d'inclusion. Et dans le cadre de la phase 2 de ce projet, donc, plusieurs latrines et forages verront le jour dans les régions de la Kara et des Savanes. Cette seconde phase se justifie par le succès de la première. Ekosala nous en parle. Sur la période 2013-2018, la phase 1 du projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural PASCO 1 a été menée avec succès au regard des résultats indus. 354 nouveaux forages construits, 166 forages réhabilités et 100 latrines réalisées en faveur des 7 préfectures de la région des Savanes. Coût des ouvrages, 3 milliards 900 millions de francs CFA. Le gouvernement est soutenu dans l'exécution des travaux par l'Agence française de développement. Au vu des acquis, il envisage la seconde phase du projet. Elle va concerner la région de la Kara et celle des Savanes. Le projet PASCO 2, qui va bientôt démarrer, va nous permettre de réaliser 400 nouveaux forages, dont 200 dans la région des Savanes, 200 dans la région de la Kara. Nous allons également réhabiliter 200 forages, 100 dans la région des Savanes et 100 dans la région de la Kara. On va également faire 200 latrines éco-centres dans les écoles, 100 dans la région de la Kara et 100 dans la région des Savanes. Donc c'est un projet qui est extrêmement important pour le pays parce qu'il cadre très bien avec les objectifs du PND, puisque nous sommes appelés à atteindre un taux de décès en eau potable en milieu rural de 78% d'ici 2022. Le PASCO 2 va toucher environ 150 000 personnes dans les 2 régions ciblées. Les travaux devront coûter 6 milliards 500 millions de francs CFA. Pour mener à bien le projet, le gouvernement peut compter sur l'Agence française de développement. Le PASCO 2 est une nouvelle étape de cette déjà longue histoire qui va capitaliser sur les succès du PASCO 1 et qui adresse donc l'hydraulique, ce qu'on appelle l'hydraulique villageoise ou rurale dans les petites communautés en installant des pompes à motricité humaine. C'est un partenariat très riche. Nous travaillons ensemble évidemment dans la réalisation d'ouvrages, d'infrastructures concrètes, des réseaux d'adduction, de pompes à motricité humaine, des robinets que l'on met à la disposition de la population. Ça, c'est des ouvrages physiques. Mais nous réfléchissons aussi à l'amélioration de la gestion du secteur. Nous allons mener des études pour savoir comment nous pourrions contractualiser l'exploitation des mini-AEP et des PMH. Nous menons des études pour voir comment on peut améliorer l'efficacité énergétique des pompes à la togolaise des eaux. La gestion des pompes est absolument essentielle et au plus une pompe est efficace énergétiquement et au moins il sera cher de produire de l'eau. Il y a vraiment beaucoup d'études qui visent à renforcement de la gouvernance du secteur. Ce partenariat, l'AFD le veut fructueux et plus dynamique. En juin dernier, l'institution avait signé avec le Togo 2 conventions de financement en faveur du PNDO et l'actualisation du plan directeur d'assainissement du Grand Lomé. Le PASCO 3 est-il déjà envisageable? Trop tôt pour le dire, selon le directeur de l'AFD. Tout dépendra des résultats du PASCO 2 à l'horizon 2022. Et nous poursuivons le feuilleton du partenariat entre le MIFA-SA et les producteurs togolais. Ce soir, cap sur la région des Savanes, à la découverte de la coopérative Nanipour. Que gagne-t-elle depuis l'accompagnement du mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques? Lucas Assi était dans les Savanes. Voici son reportage. Voici le bâtiment qui abritera bientôt à sa finition l'unité de transformation de la société Duro. Spécialisée dans la production du jus de Rhône, la société veut se rapprocher de sa matière première. En pleine construction, le bâtiment est déjà bien structuré. Ici sera installée la salle d'épluchage.
Après, les pulpes sont amenés dans cette salle où on extrait le jus. Après, ça sera la salle d'incubation. C'est ici où on va préparer le jus. Donc, cette salle sera la salle la plus propre de tous parce que c'est ici, hein, on fait le remplissage et dans les bouteilles. L'avant-dernière salle ici, ça sera la salle d'étiquetage. La salle où on va emballer les jus, le packaging. Et la dernière salle, hein, sera un magasin de produits finis, prêts pour Lomé. À Lomé, on était en location. Mais ici, c'est notre propre unité de production. L'initiative est soutenue par le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA-SA. Il a facilité le financement de ces travaux. En plus de cela, l'accord de financement touche l'aspect production aussi. Nous avons bénéficié d'un appui de 10 500 000 pour l'achat des matériels, 4 500 000 pour la construction et 6 millions pour l'achat des 2 fourgonnettes. Voici celle qui va faire la distribution. Et il y a une autre fourgonnette qui va nous transporter la matière première de Lomé à Lokotigou ou bien de Lokotigou à Lomé. Et on a bénéficié d'une ligne de crédit de 5 millions. Il va nous permettre de produire et si on finit de payer les 5 millions, on reprendra encore pendant une année. Notre production a presque triplé. Donc ça, c'est un appui vraiment considérable à saluer. Et notre ambition, c'est que un beau jour, notre Juro puisse être exporté. Parce que notre Juro est bio et c'est local. 2000 bouteilles par jour par le passé, la société est en mesure d'en produire 4000 aujourd'hui. Outre la société Duro, le MIFA SA a également accompagné la coopérative Nanimpo à Koundouaré dans la région des Savanes. La coopérative s'est installée sur un domaine de 20 hectares. Avec le concours du conseiller à l'organisation et appui aux acteurs du MIFA de la localité, Nanimpo a pu monter un plan d'affaires et obtenir un financement d'environ 20 millions de francs CFA pour l'achat d'un tracteur. Ici, la Soucoupe a acquis ce terrain de 20 hectares, alors il y a de cela 5 ans. Mais on n'a jamais réussi à exploiter le quart de cet espace-là. Parce qu'il fallait aller avec la charrue peut-être tantôt, aller avec la daba, avec la housse, qui n'était pas vraiment facile. Et donc, lorsque MIFA nous a choisi de pouvoir nous donner ce tracteur-là, nous avons fait les 20 hectares et nous avons même complété avec des annexes qui vont jusqu'à au-delà de 30 hectares aujourd'hui. La coopérative Nanimpo évolue bien dans le domaine de l'agriculture céréalière ainsi que la production du miel à partir du moringa. Nous avons eu cette idée parce que dans un premier temps, nous voulons accoupler deux cultures en même temps. Deux cultures en même temps parce que le fait de faire le riz dans le champ nous permet d'obtenir un espace où nous serons obligés de repasser dedans. Et donc nous ne voulons pas repasser dedans pour exploiter notre énergie inutilement. Alors il faut profiter, semer et le moringa et aussi les anacards. La coopérative veut innover. Elle projette faire du miel à partir du moringa. Cela consiste à semer le moringa et en 6 mois, ce moringa va fleurir et nous pouvons installer les ruches qui vont accueillir les colonies d'abeilles et qui vont produire ce miel-là à partir du moringa. Nous voulons ce miel de moringa, pourquoi? Parce que nous constatons que le moringa lui-même, n'est-ce pas, contient des vertus énormes. Et aussi le miel, quant à lui aussi, contient des vertus énormes. Nous ne voulons pas faire le miel parce qu'il faut faire le miel comme les autres, mais nous voulons être identifiés comme des meilleurs producteurs de miel à partir du Togo. C'est pour encourager et promouvoir toutes ces initiatives que le gouvernement a décidé d'apporter des solutions durables aux défis de transformation de l'agriculture afin de créer davantage d'emplois et de richesses pour les jeunes et femmes surtout. Le MIFA SA est l'un des dispositifs sur lesquels il mise pour atteindre cet objectif.
Vous êtes une petite et moyenne entreprise au Togo et vous rêvez d'accéder au nouveau marché d'exportation. Eh bien, c'est possible. Il suffit seulement de prendre part à la campagne 100 PME lancée par le ministère du Commerce. De quoi s'agit-il? Augustin Kossi nous le fait découvrir. L'étroitesse du marché national, un problème auquel sont confrontées les petites et moyennes entreprises. Avec l'ouverture prochaine de la zone de libre-échange continentale africaine, leurs consommateurs potentiels sont estimés à 1,2 milliard. Les marchés des nouveaux pays émergents asiatiques s'offrent en alternative pour pallier la concurrence du secteur informel, les difficultés d'accès au financement et aux facteurs de production. Au Togo, le ministère du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé de la consommation locale innove. Il lance une campagne de sélection d'entreprises dénommée Campagne 100 PME. Cette campagne est organisée pour sélectionner 100 PME qui vont bénéficier de la promotion en exportant leurs produits vers le marché asiatique par le biais de la digitalisation. Avec cette pandémie, le concours est lancé de manière virtuelle. C'est ici le lieu d'inviter les PME à s'inscrire sur le site du ministère du Commerce. L'adresse du site www.ministèredecommerce.gouv.pg. La digitalisation permettra aux PME, PMI de pouvoir exporter leurs produits par e-commerce. Et pour cela, une plateforme est créée appelée Commodities Marketplace, sur lequel les producteurs seront mis en contact avec les acheteurs. Le concours est lancé aux entreprises qui sont dans la transformation, dans la prestation de services logistiques bien sûr, les agrégateurs, c'est-à-dire les intermédiaires et les négociateurs. La campagne est appuyée par la Fédération des chambres consulaires d'Afrique, FICA. Des petites et moyennes entreprises, mais aussi des start-up sont promues. Elles vont postuler au concours de sélection de start-up togolaises innovantes, ce qui va leur permettre de participer à l'annuel Investment Meeting prévu à Dubaï cette année 2020. C'est un concours qui est aussi lancé pour sélectionner les start-up innovantes. Il est aussi demandé aux PME de consulter le site du ministère du Commerce pour s'inscrire. Mais il y a également le site de Annual Investment Meeting qui est www.aimcongress.com. Il est demandé également aux PME de visiter ce site-là pour s'inscrire pour le cadre du concours Start-up. Les premiers gagnants auront l'occasion d'aller à la Ligue internationale d'investissement au niveau de Dubaï et les autres vont gagner de financement, de mentoring et de suivi pour leurs affaires. Les entreprises sélectionnées vont présenter leurs produits et services à plus de 1500 partenaires commerciaux, investisseurs et clients venus de 140 pays. Une opportunité d'affaires donc pour nouer des relations. Le ministre de l'Environnement était à Atapamé et à Nié où il a visité des maisons d'accueil, la prison et bien d'autres centres. Objectif, sensibiliser les responsables et les pensionnaires de ces structures sur les mesures barrières. Sylvain Abdou pour le compte rendu. Accompagner les couches vulnérables en matière de respect des mesures barrières, telle est cette mission du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature, ici à la prison civile d'Atapamé. La visite est initiée par l'ICESCO, Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, en partenariat avec le ministère en charge de l'environnement. Une visite pour appuyer le monde carcéral en matière de protection et surtout appeler les agents des services pénitentiaires à accompagner efficacement le gouvernement dans cette lutte commune contre le Covid-19, surtout dans ce milieu de privation de liberté. Et à en croire les responsables, des dispositions sont prises pour mieux prévenir la pandémie. L'une des mesures phares ici à la prison civile d'Atapamé, c'est la suspension ou l'interdiction des visites. Vous savez que c'est les déplacements qui
propage malheureusement la pandémie du coronavirus. Donc depuis un certain temps, la décision a été prise au niveau du ministère qu'il n'y a plus de visites aux détenus. Ça, c'est l'une des mesures phares qui ont été prises. Il y a aussi des dispositifs de lavage de mains qui ont été installés et tous ceux qui travaillent ici, tous portent toujours des cache-nez, y compris les détenus. Plusieurs sites ont été visités par le ministre au cours de cette tournée ici à Tapamé, tout comme à Agné. Entre autres sites, l'orphelinat Village de la Joie, la maison de l'enfant des sœurs missionnaires de la Divine Miséricorde, ainsi que le village SOS à Tapamé. À cela s'ajoute l'école franco-arabe et les ambassadeurs de vie. Une tournée pour donc entretenir les responsables de ces maisons qui regroupent les enfants à faire preuve de responsabilité et de discipline pour une meilleure prise de conscience et un changement de comportement face à la pandémie. Même si nous n'enregistrons pas encore de cas assez inquiétants de contamination à Tapamé, il serait plutôt intéressant de porter les casques, les cache-nez, de respecter les gestes barrières pour que nous puissions éviter d'être contaminés. Nous avons commencé depuis mai à toucher certains groupes cibles. Aujourd'hui, nous sommes dans les préfectures d'Agné et de Logou où nous avons pensé qu'il fallait également appuyer les groupes vulnérables. À Agné, c'est le même message qui a été véhiculé par le ministre qui actuellement au Togo est le président de la Commission nationale de l'ICESCO, Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Une organisation représentée ici au Togo par le ministère en charge de l'environnement. C'est la dite organisation qui appuie l'initiative devant permettre aux couches vulnérables à prendre conscience pour un meilleur respect des gestes barrières. Et restons toujours dans l'actualité de la pandémie. Et c'est demain 17 juillet que les lieux de culte choisis pour expérimentation rouvriront officiellement leurs portes au Togo. 3 mois après leur fermeture pour cause de pandémie, comment se prépare-t-on? Yasmine Kodjia a fait un tour dans certaines églises et mosquées cibles. Voici son reportage. Des dispositifs de lave-mains installés çà et là à l'entrée de l'église. À l'intérieur, les sièges marqués selon les mesures de distanciation sociale. La paroisse Saint-Marty de l'Ouganda de Tokoin Séminaire s'apprête à réouvrir après 4 mois de fermeture. Je suis très fier d'entendre qu'il y aura une réouverture des églises. La paroisse sur laquelle je sers mon Dieu a été choisi. Ça m'a beaucoup fait du bien. Pour le curé des lieux, c'est un moment très attendu spirituellement et sanitairement préparé. D'abord un ouf de soulagement pour nous et en même temps un engagement. Nous devons tout faire pour que cela réussisse. Nous avons des paroisses non encore ouvertes et nous devons réussir à tout prix pour que vite ces paroisses soient aussi réouvertes. Les places sont déjà là, matérialisées. On sait le nombre de fidèles que cette église peut contenir pour le moment. Nous avons formé des équipes qui vont accueillir ces fidèles avec l'observance des règles du moment. Le masque, sinon tu ne rentres pas, nous allons fermer une porte et ouvrir une autre. Et on va les diriger vers les lavabos qui sont déjà préparés. Et après cela, ils sont dirigés vers l'église. Une équipe qui va les aider à s'asseoir, à prendre place. Dans l'église maintenant, chacun aura sa place. En 1,50 m est respecté. Après la messe, il y a encore des équipes qui vont s'occuper de comment s'arranger pour qu'il n'y ait pas de bousculade au niveau de la sortie. Au même moment, ceux qui attendent la seconde messe, où est-ce qu'on va les accueillir? Nous avons déjà préparé des places avec toujours le respect de la distance. La première vague sortie, la seconde vague sera dirigée vers l'église en respectant les mêmes consignes. Mes frères, personne ne veut mourir. Le mal existe. Prenez les dispositions pour éviter une catastrophe.
Le mal existe et les lieux de culte qui sont appelés à réouvrir doivent se conformer aux mesures barrières éditées par le gouvernement. Ici, paroisse Cœur Immaculé de Marie d'Aguet-Télessou et Lavagnon, cette église venait à peine d'être consacrée un mois plus tôt quand le Covid-19 a fait son apparition. Les fidèles n'ont pas eu le temps de jouir des grâces de consécration. Avec cette réouverture, le clergé se veut rassurant. Cette pandémie qui fait que on a pris ces mesures pour fermer certains lieux, y compris les lieux de culte, la maison de Dieu. Maintenant, on pense qu'on peut progressivement ouvrir cette maison de Dieu. C'est une bonne chose parce que quand nous venons dans la maison de Dieu, nous nous retrouvons en famille, dans la grande famille de Dieu. Ça nous a beaucoup manqué. C'est vrai que chacun a prié dans sa maison, c'est vrai. Mais se retrouver dans la maison de Dieu, ça fait un autre aussi effet. C'est pour cela que beaucoup ont souhaité qu'on ouvre très vite cette maison de Dieu pour qu'on vienne vivre la fraternité, l'amitié dans la maison de Dieu. C'est une bonne chose. On a accueilli ça avec grande joie. Et puisque le coronavirus est actif et circule toujours, les précautions sont de mise. Dans les autres confessions religieuses, la réouverture des lieux de culte se prépare activement. Quand nous avons appris la nouvelle, c'est une joie. Nous avons déjà fait les assises avec les membres du comité paroissial. Nous avons déjà le système de lave-mains et nous prévoyons en avoir encore. Nous avons acheté ce qu'on utilise pour pulvériser la salle. Nous aurons au moins 200 fidèles par séance cultuelle. Nous avons prévu faire 4 cultes le dimanche prochain. Comme le coronavirus est venu, tout le monde prie chez lui. C'est difficile. Quand nous avons appris que, Inch'Allah, vendredi, on va commencer à prier ensemble, à revoir les frères, les sœurs. Et ça, c'est une joie pour nous. Merci pour l'ouverture des mosquées. Nous sommes déjà préparés pour ça, avec toutes les mesures barrières que le gouvernement a déjà mis sur place. On va continuer à respecter toutes les mesures que le gouvernement a adoptées. Nous avons à notre mosquée ici prévenu certains cache-nez pour les gens qui vont venir sans cache-nez. On a insisté que chacun vienne avec son tapis personnel. Nous, à notre mosquée ici, nous avons déjà tracé comment placer les gens selon la distance. C'est depuis le 20 mars dernier que les lieux de culte ont été fermés au Togo pour cause du Covid-19. Environ 4 mois après, ils souffrent de nouveau. Mais de la discipline et de la rigueur, il va leur en falloir davantage, car ce n'est qu'une ouverture partielle ce 17 juillet qui devra déboucher sur la réouverture totale de tous les lieux de culte au Togo si les prescriptions sont respectées à la lettre. Et le communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo à présent. À ce jour du jeudi 16 juillet 2020, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 749. Soit 9 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 543. 9 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 191 et le nombre de décès est de 15. Un communiqué signé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa. Et nous enchaînons à présent avec la page des sports de ce jeudi avec Jean Kofi Ededi. Jean, bonsoir. Bonsoir, Anita. Jean, l'ancien défenseur et capitaine des éperviers Serge Akakpo va bientôt mettre fin à sa carrière. Effectivement, Anita, l'annonce a été faite la semaine dernière par le joueur lui-même. Serge Akakpo, ex-international espoir français, va donc quitter les pelouses après une quinzaine d'années passées dans le football professionnel. Retour sur les grands moments du parcours de ce joueur qui a connu une soixantaine de sélections avec l'équipe nationale du Togo. C'est un sujet de Aflim Johnson. Ah ouais, ça c'est l'île des éperviers. Fini avec les pelouses. À seulement 32 ans, Serge Akakpo range les crampons.
Une fin avant l'heure qui surprend nombre d'analystes vu que le concerné est jugé par beaucoup encore apte pour le terrain. Le joueur part en laissant néanmoins au fond des éperviers le souvenir de l'un des auteurs des plus belles pages de la sélection togolaise sur la dernière décennie. Formé à l'AJ Auxerre en France, Serge Gnadon Akakpo connaît un brillant parcours avec les sélections de jeunes de l'Hexagone. En 2004, il est porté au firmament avec les moins de 17 ans de l'équipe de France, champion d'Europe. Promis à un avenir reluisant et alors qu'il frappe aux portes des Bleus, le jeune talent fait l'objet d'une cour assidue de la part du Togo. Après s'être fait désirer longtemps, Serge Akakpo craque et rejoint le nid des éperviers en 2008. Homme de devoir, le gaillard de 1m87 se sent à ses aises dans la charnière défensive togolaise aux côtés de l'expérimenté Darren Libombe. Le tandem Libombe Akakpo assure avec autorité la garde devant la cage du goal Kossi Agassa, notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2013 en Afrique du Sud, jusqu'au quart de finale où le Togo tombe devant le Burkina Faso. L'expédition sud-africaine terminée et derrière la retraite internationale, Serge prend les commandes des 16 derniers mètres de la défense togolaise. Son leadership avéré lui vaut alors de porter à plusieurs reprises le brassard de capitaine de l'équipe nationale en l'absence de la vedette Emmanuel Cheyi Adebayor. Les choses vont moins bien en 2017 par contre. Au lendemain de la débâcle des éperviers sortis au premier tour de la CAN au Gabon et moins en vue depuis l'arrivée du sélectionneur Claude Leroy, Serge Akakpo met un point final à l'aventure avec les Rapaces jaunes après une soixantaine de caps. Dès cet instant, le désormais ex-international togolais se consacre uniquement à sa carrière en club. Bien qu'à ce niveau, le joueur n'ait pas comblé les attentes, il lui a reconnu une forte personnalité. Doté d'une bonne lecture de jeu et d'un réflexe d'anticipation au-dessus de la moyenne, Serge Akakpo a évolué outre l'AJ Auxerre, son club formateur, au FC Vaslui en Roumanie ou au MSK Žilina en Slovaquie, équipe avec laquelle il réalise le doublé championnat Coupe nationale en 2012. Il est également passé chez les Ukrainiens de Overland en 2014 avant de se retrouver en Turquie, successivement à Trabzonspor en D1, puis au Gazisehir Gaziantep Football Club en D2. En février 2019, Serge Akakpo a conclu un bail avec Elazığspor, son dernier club, toujours dans la deuxième division turque, jusqu'à la fin de la saison. Né le 15 octobre 1987 à Lomé, l'ancien dossard numéro 5 des éperviers sèche définitivement le maillot. Il arbore officiellement depuis le 13 juillet 2020 un nouveau manteau, celui de consultant dans l'émission Talent d'Afrique du groupe de médias français Canal+. Et nous de lui dire bonne chance Serge. Bonne chance donc. Et puis ce soir, Jean, nous revenons également sur les conseils utiles aux sportifs en ce temps de Covid-19 où les activités sportives sont au ralenti. Oui, Anita, l'arrêt des compétitions dû au coronavirus, ce n'est pas une occasion pour rompre avec les activités sportives. Les athlètes dans différentes disciplines doivent travailler individuellement et respecter certaines mesures idoines pour garder leur bonne forme. Suivons tout ceci à travers ce sujet de Claude Ama. Depuis l'avènement malheureux du coronavirus, les activités sportives sont suspendues jusqu'à nouvel ordre dans notre pays. Cette décision, certes difficile, mais incontournable pour notre bonne santé, ne sera sans conséquence sur les athlètes. Ces derniers risquent de perdre leur automatisme, réflexe et mobilité. Il y en a qui prendront du poids et ne répondront plus aux exigences de leur discipline. Face à cette situation, des mesures sont prises afin de permettre aux athlètes de maintenir leur forme et force. Il convient d'insister là-dessus pour sauver les meubles, car, reconnaissons-le, il ne sera pas facile pour les uns et les autres de pratiquer personnellement ces exercices qui, dans un passé récent, étaient exécutés en équipe pour la plupart. Le confinement a beaucoup d'impact sur les sportifs. Les sportifs qui étaient suivis par le staff technique, sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan physique et même nutritionnel, aujourd'hui ils sont abandonnés à leur sort. Il faut garder la forme, mais quel genre d'exercice faire? Aux sportifs, je leur conseille différents exercices variés qui demandent à solliciter les différentes parties du corps. Les abdominaux, les gainages, les étirements, les lombaires, etc. Le respect de ces mesures permettra aux athlètes de rester toujours prêts à répondre à leurs devoirs quand cette mauvaise pandémie à coronavirus perdra sa notoriété. Cependant, il ne faut pas faire un travail de haute intensité. C'est le travail aérobique d'endurance qui est recommandé à l'heure où nous sommes. Pourquoi? Le travail de haute intensité peut provoquer la diminution du système immunitaire. Alors qu'actuellement, en période de pandémie, nous avons besoin plutôt que notre système immunitaire soit à la hausse pour que
ça puisse permettre à l'organisme de lutter contre d'éventuelles maladies. Tout en faisant ces exercices, il faut aussi respecter les normes alimentaires. Ce n'est plus la peine de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Il faut savoir maintenant contrôler aussi son alimentation. La rigueur doit être de mise dans l'exécution de ces exercices désormais personnels pour que la combativité et la rage de vaincre continuent de régner dans l'esprit de nos athlètes qui souvent nous offrent la joie et d'intenses moments de grandes émotions. Jean, de bons conseils donc, aussi bien pour les sportifs professionnels que pour nous autres également. Voilà, pour tout le monde bien sûr. Respectons-les pour garder notre bonne forme. Hein. Voilà. C'est très important. Et Jean, une dernière information. Oui, convier nos amis télésportifs au prochain rendez-vous des sports sur la première. C'est samedi à partir de 13h45 dans Sport et Détente. Merci Jean et on se donne rendez-vous donc et on donne rendez-vous aux téléspectateurs au jeudi prochain pour un autre point sur l'actualité sportive, mais quand bien même au ralenti. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Respectons les mesures barrières pour éviter le coronavirus au Togo. Excellente suite de notre programme. Au revoir.